Mon père m'a dit que j'avais de la chance d'avoir ce poste quand j'ai demandé une augmentation. Après 3 ans à diriger son entreprise sans en avoir une seule, il a refusé, puis a engagé mon incapable de frère chouchou pour 3 fois mon salaire. Alors, j'ai démissionné. Mais la semaine suivante, j'ai eu de la chance, un concurrent m'a offert 40% de plus. Lui a eu moins de chance quand 3 autres personnes m'ont suivi, et maintenant, ils font face à la faillite et me supplient de revenir. Bon, Reddit. Attachez vos ceintures, car cette histoire parle de trahison dans une entreprise familiale, du syndrome de l'enfant chéri sous stéroïdes, et du mouvement de carrière le plus satisfaisant que j'ai jamais fait. C'est aussi l'histoire du karma qui agit plus vite qu'une livraison Amazon Prime. Alors, j'ai 29 ans, et je travaille dans l'entreprise de CVC, chauffage, ventilation, climatisation, commerciale de mon père depuis mes 22 ans. J'ai commencé juste après l'université avec un diplôme en commerce et une certification en CVC que j'ai obtenue en parallèle, car je voulais vraiment comprendre le secteur dans lequel j'entrais. Concept novateur, je sais. Mon père possède SCS, qui s'occupe de l'installation et de la maintenance de CVC commercial pour des immeubles de bureaux, des hôpitaux, des écoles, tout le tout team. Quand j'ai commencé, l'entreprise réalisait environ 7,4 millions d'euros par an avec 45 employés. Laissez-moi vous peindre le tableau de la dynamique familiale. Mon jeune frère, Derek, 26 ans, est l'enfant chéri par excellence. Il l'a toujours été. Ce type a mené une vie facile grâce à son charme et au portefeuille de nos parents. Il a changé de spécialité 4 fois à l'université. Il a commencé en commerce, est passé à la communication, puis au marketing, puis à la gestion du sport. Il lui a fallu 6 ans pour obtenir un diplôme en gestion du sport dans une fac de fêtards dont personne n'a entendu parler, où la principale qualification était de se présenter ivre aux fêtes d'avant-match. Son grand mouvement de carrière après l'obtention de son diplôme, il a travaillé comme ambassadeur de marque, c'est-à-dire qu'il distribuait des échantillons gratuits pour une entreprise de boissons énergisantes pendant 8 mois avant de se faire virer pour s'être présenté trop souvent avec la gueule de bois. Ensuite, il a été consultant pour la start-up d'un ami qui a fait faillite en 6 mois. Puis il a essayé de lancer sa propre marque de style de vie en vendant des vêtements de sport hors de prix avec des citations de motivation. Ça a duré environ 3 mois avant qu'il n'abandonne. Aux dernières nouvelles, avant qu'il ne rejoigne Sterling, il s'occupait du marketing des réseaux sociaux pour une chaîne de restaurants locales, ce qui consistait principalement à prendre des photos de nourriture et à les publier sur Instagram. Il s'est fait virer de là aussi quand ils ont réalisé que ses 50 000 abonnés Instagram étaient principalement des bots qu'il avait payés et qui ne généraient aucun chiffre d'affaires. Mais selon nos parents, Derek se cherchait, explorait ses options et finirait certainement par trouver l'endroit parfait. Pendant ce temps, je faisais des semaines de 60 heures et on me demandait quand j'allais faire quelque chose de significatif avec mon diplôme. Le favoritisme n'était pas subtil. Il ne l'avait jamais été. En grandissant, Derek a eu une nouvelle voiture pour son 16e anniversaire. J'ai dû partager le vieux monospace de maman et payer ma propre essence. L'université de Derek était entièrement payée, frais de scolarité, logement, argent de poche, la totale. J'ai eu une couverture partielle des frais de scolarité et j'ai dû travailler à temps partiel, en plus de contracter des prêts pour le reste. Les voyages de Derek à Cancun pour les vacances de printemps. Financés. Mon besoin d'un nouvel ordinateur portable pour les cours? Ne peux-tu pas simplement utiliser les ordinateurs de la bibliothèque? Quand Derek a enfin obtenu son diplôme après 6 ans, ils lui ont organisé une énorme fête dans un bon restaurant, invitant environ 40 personnes. Quand j'ai obtenu mon diplôme à temps, avec mention et un emploi déjà en poche, nous sommes allés dans un restaurant italien sans prétention, juste nous 4. Papa a passé tout le dîner à parler d'une affaire sur laquelle il travaillait. Et voici ce qui a vraiment enfoncé le clou. Quand j'ai commencé chez Sterling, à me défoncer au travail, à apprendre le métier, papa soulignait constamment chaque erreur que je faisais. Ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses ici, fiston. Tu dois penser de manière plus stratégique. Arrête d'essayer de changer les choses juste pour les changer. Mais quand Derek foirait ses divers emplois, cette entreprise ne le méritait de toute façon pas, ils n'ont pas reconnu son potentiel. C'est leur perte. Pendant ce temps, je me démenais dès le premier jour. J'ai commencé à l'entrepôt à faire l'inventaire et la logistique, puis je suis passé à la coordination de projets, puis à la gestion des opérations. À la 2e année, je dirigeais essentiellement toute l'opération quotidienne pendant que mon père s'occupait des ventes et des relations avec les gros clients. Et le truc, c'est que j'étais sacrément bon à ça.
quand j'ai pris en charge les opérations, nous étions constamment en retard, perdant de l'argent à flot à cause d'itinéraires inefficaces, et nos scores de satisfaction client tournaient autour de 72%. Nos techniciens parcouraient tout l'État sans véritable logique dans leur tournée. Nous avions des gars qui passaient devant des chantiers pour se rendre à d'autres chantiers, accumulant des coûts de carburant insensés et du temps perdu. L'inventaire des pièces était un désastre. Soit nous avions beaucoup trop de choses dont nous n'avions pas besoin, soit nous manquions de composants essentiels juste au moment où nous en avions besoin. En 6 mois, j'ai restructuré tout notre système de répartition, mis en place un nouveau logiciel de gestion de projet qui fonctionnait vraiment, pas le système merdique que papa avait acheté à son copain de golf, et réorganisé nos équipes sur le terrain par spécialité au lieu de géographie. Soudain, nos gars du commercial ne perdaient plus de temps sur des appels résidentiels. Nos équipes d'installation n'étaient plus retirées des chantiers pour des réparations d'urgence. Tout fonctionnait plus fluidement. La satisfaction client est montée en flèche à 94%. Nous avons réduit nos coûts d'heures supplémentaires de 30% tout en améliorant réellement nos délais d'intervention. Il s'avère que lorsque vous n'avez pas de gars qui conduisent 3 heures aller-retour pour se rendre sur des chantiers, ils peuvent réellement terminer le travail pendant les heures normales. Notre taux d'incident de sécurité a chuté à presque 0 parce que je me souciais réellement d'une formation et d'un équipement approprié au lieu d'acheter simplement le matériel le moins cher possible. J'ai également complètement remanié nos relations avec les fournisseurs. Papa avait surpayé les pièces pendant des années parce qu'il était fidèle à des fournisseurs qui nous arnaquaient sur les prix. J'ai introduit des appels d'offres concurrentiels, négocié des accords d'achat en gros et établi des relations avec les fabricants au lieu de passer uniquement par des distributeurs. Cela nous a probablement fait économiser 280 000 € par an rien que sur les coûts des matériaux. Les contrats de maintenance préventive que j'ai mis en place sont devenus une énorme source de revenus. Au lieu de simplement répondre aux urgences, nous avions des accords de service programmés avec des bâtiments dans toute la ville. Un revenu stable et prévisible. Les clients adoraient ça parce que leur système ne tombait jamais en panne. Nous adorions ça parce que nous pouvions planifier le travail efficacement au lieu de nous démener pour des appels d'urgence. J'ai apporté les systèmes logiciels qui nous permettaient de tout suivre, coût des chantiers, productivité des techniciens, utilisation des pièces, historique des clients. Papa avait dirigé l'entreprise avec des plannings papier et à l'instinct. Je nous ai donné des données réelles pour prendre des décisions. À la 3e année, cette année, j'avais contribué à faire croître l'entreprise jusqu'à 13 millions d'euros de revenus annuels. Nous étions passés à 68 employés. J'avais décroché 3 contrats hospitaliers majeurs d'une valeur combinée d'environ 1,86 million d'euros par an. L'accord avec le district scolaire que j'ai conclu devait durer 5 ans et incluait des contrats de maintenance pour 23 bâtiments. Rien que cela valait 3,7 millions d'euros sur la durée du contrat. Je travaillais au minimum 60 à 70 heures par semaine, dirigeant des réunions opérationnelles tous les lundis matins, gérant les négociations avec les fournisseurs, supervisant personnellement nos 3 plus grands projets d'installation, prenant des appels d'urgence à 2 heures du matin quand notre technicien de garde ne pouvait pas gérer la situation parce que je savais réellement comment dépanner des systèmes complexes, interviewant et formant les nouvelles recrues, examinant les finances. Planifiant l'expansion. Je faisais le travail d'au moins 3 personnes et j'étais payé moins qu'un directeur des opérations de première année dans n'importe quelle autre entreprise du secteur. Et voici ce que je gagnais pour tout ça, 57 500 € par an. Oui, vous avez bien lu. 57 500 € pour diriger une opération de 13 millions d'euros. Pas de prime, pas de participation aux bénéfices, pas de participation au capital, juste un salaire qui ne couvrirait même pas un appartement décent dans la plupart des villes. J'avais déjà demandé des augmentations 2 fois. La première fois, après ma première année, papa a dit « Voyons comment se passe la 2e année ». La 2e fois, après la 2e année, il a dit « L'argent est serré en ce moment. Peut-être l'année prochaine ». Ce qui était faux, car j'avais vu les finances. Nous venions d'avoir notre année la plus rentable de tous les temps. Il y a 3 mois, j'ai donc décidé de prendre mon courage à 2 mains et de demander ce que je méritais vraiment. J'ai préparé toute une présentation, rassemblé 3 ans de données montrant exactement la valeur que j'avais ajoutée. Des salaires comparatifs pour les directeurs des opérations dans des entreprises de taille similaire dans notre secteur. La moyenne était de 88 000 à 111 000 €. La documentation de chaque réalisation majeure, chaque contrat que j'avais aidé à obtenir, chaque initiative de réduction des coûts que j'avais mise en œuvre. Je suis entré dans son bureau un mardi matin. Il lisait le journal et buvait du café, faisant son petit manège de seigneur des lieux.
Papa, tu as une minute? Je veux parler de ma rémunération. Il n'a même pas levé les yeux de la section des sports. De quoi parles-tu? De mon salaire. Je suis ici depuis 3 ans, je n'ai pas eu d'augmentation, et je pense qu'il est temps que nous discutions de l'alignement de ma paie sur les normes du secteur et mes responsabilités réelles. Ça a attiré son attention. Il a posé le journal, s'est adossé à sa chaise avec ce petit sourire amusé. Les normes du secteur. Fiston, tu travailles pour la famille. Ça vaut plus que de l'argent. Respirez profondément. Restez professionnel. Je comprends ça. Mais je dirige aussi toute l'opération d'une entreprise qui fait 13 millions d'euros par an pour 57 500 €. Ce n'est pas tenable à long terme. Tenable? Il a carrément ri. Tu as de la chance d'avoir ce poste. Tu sais combien de jeunes de ton âge tueraient pour travailler quelque part où leurs vieux pourraient leur apprendre le métier? Tu reçois une éducation ici que l'argent ne peut pas acheter. Je reçois une éducation depuis 3 ans tout en augmentant les revenus de 75% et en améliorant littéralement chaque indicateur opérationnel que nous suivons. Je ne demande pas l'irraisonnable. Je demande ce qui est juste. Il s'est levé, s'est dirigé vers sa fenêtre donnant sur l'entrepôt. Le coup de force classique. Tu veux savoir ce qui est juste? Juste, c'est que je t'ai donné ta chance quand tu n'avais aucune expérience. Juste, c'est que je te prépare à reprendre éventuellement cette entreprise. Juste, c'est que tu as une sécurité d'emploi que la plupart des gens de ton âge n'ont pas. Et tu te plains du salaire. Je ne me plains pas. Je négocie. Il y a une différence. Voici une négociation pour toi. Il s'est retourné pour me faire face. Tu peux garder ton salaire actuel et être reconnaissant, ou tu peux aller tester ce marché libre dont tu es si sûr. On verra jusqu'où tes 3 ans d'expérience t'emmèneront sans l'entreprise de ton papa sur ton CV. Je l'ai juste regardé. Ce n'était pas une négociation. C'était une menace. J'y réfléchirai, ai-je dit, et j'ai quitté son bureau. C'était un mardi. Le jeudi, la bombe est tombée. Jeudi après-midi, papa convoque une réunion générale dans l'entrepôt. Tout le monde est là, se demandant ce qui se passe. Nous ne faisons jamais de réunion générale à moins que quelque chose de majeur ne se produise. Je pense qu'il a peut-être décroché un énorme nouveau contrat ou que nous ouvrons un nouvel emplacement. Non. Mieux. Tellement mieux. Mes amis, j'ai une nouvelle excitante. Papa prend sa grosse voix de discours, celle qu'il utilise avec les clients. Comme vous le savez tous, SCS a connu une croissance rapide. Cette croissance signifie que nous devons élargir notre équipe de direction. Je suis donc ravi d'annoncer que mon fils Derek nous rejoindra en tant que notre nouveau directeur du développement commercial. Il a des idées novatrices et des relations qui nous feront passer au niveau supérieur. J'ai senti mon estomac se nouer. Derek, directeur du développement commercial, le gars qui s'est fait virer pour avoir distribué des Red Bull gratuits. Et puis est venue la partie qui m'a fait bouillir le sang. Derek se concentrera sur l'expansion de notre présence sur le marché et l'apport de nouvelles affaires. Il travaillera en étroite collaboration avec moi sur la stratégie et les relations clients. C'est une période passionnante pour la famille Sterling et l'entreprise Sterling. Après la réunion, j'ai coincé mon père dans son bureau. C'était quoi, ce bordel? Quoi, ça? Derek, directeur du développement commercial. Il ne connaît rien au CVC ni à la gestion d'une entreprise. Il n'a pas besoin de connaître le CVC. C'est à ça que servent les techniciens. Il connaît les gens. Il a de la personnalité. C'est ça, la vente. Quel est son salaire? Ai-je demandé, même si je savais déjà que la réponse n'allait pas me plaire. Papa a eu un mouvement d'inconfort. C'est entre lui et moi. Je suis le directeur des opérations. J'ai besoin de savoir à quoi ressemblent nos frais généraux. Il a soupiré. Il commence à 162 000 € de base plus une structure de commission. J'ai éclaté de rire. Je n'ai pas pu m'en empêcher. 162 000 €. Tu te fous de moi? Il gagne presque 3 fois ce que je gagne. Il est dans la vente. La vente, c'est différent. En plus, il a de l'expérience en développement de marque. Développement de marque? Il distribuait des boissons énergisantes aux fêtes universitaires. Fais attention à ton ton. Derek va apporter une nouvelle perspective.
Et franchement, ton attitude en ce moment est exactement la raison pour laquelle tu n'es pas prêt pour plus de responsabilités. C'en était trop. C'en était vraiment trop. Tu sais quoi? Tu as raison. Je ne suis pas prêt pour plus de responsabilités ici. Je démissionne. Son visage est passé de l'agacement au choc en une demi-seconde. Tu quoi? Je démissionne. Avec un préavis de 2 semaines à partir d'aujourd'hui. Tu veux payer ton fils incompétent 3 fois ce que tu paies la personne qui dirige réellement ton entreprise. Vas-y. Mais tu le feras sans moi. Attends un peu. Non. J'ai demandé une rémunération juste. Tu m'as dit que j'avais de la chance d'avoir un travail. Alors, je vais aller avoir de la chance ailleurs. J'enverrai mon email de démission formelle dans l'heure. Je suis sorti, je suis retourné à mon bureau, j'ai tapé la lettre de démission la plus professionnelle que j'ai pu, alors que mes mains tremblaient de rage, et j'ai cliqué sur envoyer. Les jours suivants ont été super bizarres. Papa a essayé le coup du « parlons-en », mais ça ne m'intéressait pas. Maman a appelé en pleurant, disant que je déchirais la famille. Derek, et c'était la meilleure partie, m'a envoyé un texto disant « sans rancune, frérot ». Comme s'il n'y était pour rien. Comme si son arrivée en fanfare à 162 000 € pour un poste bidon pendant que je gagnais des miettes n'était pas le problème central. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Je me suis juste présenté, j'ai fait mon travail et j'ai commencé à mettre à jour mon CV. C'est là que ça devient intéressant. 3 de mes collaborateurs clés m'ont approché séparément pendant cette période de 2 semaines, Ryan, mon superviseur de terrain en chef, Lisa, qui gérait tous nos grands comptes, et Tom, notre chef de projet principal. Tous les 3 étaient dans l'entreprise depuis des années. Tous les 3 valaient leur pesant d'or. Et tous les 3 en avaient apparemment autant marre que moi du favoritisme familial. Ryan a été le premier. Il m'a pris à part lors d'une inspection de site. J'ai entendu dire que tu partais, a-t-il dit. Ouais. Il est temps de passer à autre chose. Où vas-tu? Je ne sais pas encore. Je tâte le terrain. Il est resté silencieux un moment. Puis, je pense à partir aussi. Ce truc avec Derek, c'est... On sait tout ce que c'est. Si tu trouves un bon poste, fais-moi signe. Je pourrais vouloir te suivre. La même conversation a eu lieu avec Lisa le lendemain et avec Tom le surlendemain. C'est là que j'ai réalisé que j'avais plus de poids que je ne le pensais. J'ai commencé à contacter des concurrents, j'ai mis mon CV sur quelques sites d'emploi du secteur. En 48 heures, j'avais 3 entreprises qui voulaient me parler. À la fin de la première semaine, j'avais 2 offres solides, mais la meilleure venait d'Apex Climate Systems. C'est la plus grande entreprise de CVC de l'État, avec un chiffre d'affaires d'environ 41,8 millions d'euros par an. Leur directeur des opérations m'a appelé directement après avoir vu mon CV. Nous suivons la croissance de Sterling depuis quelques années, a-t-il dit. Dans le secteur, on dit que c'est surtout grâce à vous. J'y ai contribué, ai-je dit, modeste. Notre directeur des opérations actuel part à la retraite dans 6 mois. Nous avons besoin de quelqu'un qui puisse prendre la relève et être opérationnel immédiatement. Au vu de votre parcours, vous êtes cette personne. Nous serions prêts à offrir un salaire de base de 88 000 €, des primes de performance qui pourraient ajouter 18 500 € par an, des avantages sociaux complets, y compris une participation de l'employeur au plan de retraite, et nous pourrons parler d'options sur actions après votre première année. J'ai failli laisser tomber mon téléphone. 88 000 € de base. C'était une augmentation de 53% par rapport à ce que mon père me payait. Ajoutez les primes et je gagnerais plus que mon frère chouchou avec son titre ronflant. Quand avez-vous besoin d'une réponse? Ai-je demandé. Prenez quelques jours. Réfléchissez-y. Mais entre vous et moi, nous aimerions vraiment vous avoir. Je n'avais pas besoin de quelques jours. Je connaissais ma réponse, mais j'ai joué la carte de la décontraction. Je lui ai dit que je lui donnerais une réponse d'ici la fin de la semaine. J'ai passé les 2 jours suivants à mentionner nonchalamment cette offre à Ryan, Lisa et Tom. Sans rien forcer. Juste pour leur faire savoir où j'allais potentiellement atterrir. Tous les 3 ont demandé si Apex recrutait. À la fin de mes 2 semaines chez Sterling, j'avais accepté l'offre d'Apex et glissé un mot en faveur de Ryan, Lisa et Tom. Tous les 3 avaient des entretiens de prévus. Mon dernier jour chez Sterling a été tendu. Papa a essayé une dernière fois de me faire rester. Tu fais une erreur,
a-t-il dit. Cette entreprise allait être à toi un jour. Non, elle ne l'était pas, ai-je répondu. Elle allait être à Derek. Tu l'as bien fait comprendre quand tu l'as engagé pour 3 fois mon salaire pour faire un travail pour lequel il n'est pas qualifié. C'est la famille. J'essaie de donner des opportunités à mes 2 fils. Tu lui as donné une opportunité. Tu m'as donné une leçon sur la connaissance de ma valeur. Merci pour ça. Sincèrement. Je suis sorti, sans regarder en arrière. J'ai commencé chez Apex 2 semaines plus tard. Le poste était tout ce qu'ils avaient promis. De meilleures installations, un meilleur équipement, de meilleurs systèmes, et j'avais un budget avec lequel travailler au lieu de devoir mendier pour chaque foutue chose. Au cours de mon premier mois, j'ai identifié 3 améliorations majeures d'efficacité que nous pouvions mettre en œuvre. Mon patron a réellement écouté mes idées et m'a donné les ressources pour les exécuter. La meilleure partie, Ryan, Lisa et Tom ont tous été embauchés dans les 6 semaines suivant mon arrivée. Ryan est devenu directeur principal des opérations sur le terrain. Lisa a repris 2 de leurs plus grands comptes. Tom a été promu directeur de projet régional. Tous les 3 gagnaient plus d'argent qu'ils n'en avaient gagné chez Sterling, avec de meilleurs avantages. Pendant ce temps, chez SCS, tout s'effondrait apparemment. Je n'en ai pas entendu parler directement au début, mais les nouvelles vont vite dans ce secteur. Les gens parlent. Les techniciens connaissent d'autres techniciens. Les chefs de projet vont boire des bières ensemble. Les commerciaux sont pires que des lycéens pour les commérages. Et apparemment, Sterling était en train de devenir un spectacle aux proportions légendaires. Derek, sans surprise, s'est avéré être complètement inutile à son poste bidon. La première semaine, il a passé le plus clair de son temps à faire imprimer de nouvelles cartes de visite et à aménager son bureau. La deuxième semaine, il a voulu redorer l'image de l'entreprise et a engagé un ami designer pour créer un nouveau logo qui semblait avoir été fait avec MS Paint. Papa a même approuvé la facture de 14 000 € pour cette cochonnerie avant que quelqu'un de sensé n'arrête le massacre. La troisième semaine, Derek a décidé que nous avions besoin d'un compte Instagram d'entreprise pour nous connecter avec les clients plus jeunes. Il a posté des photos de lui en costume devant des équipements CVC avec des légendes comme « Ambiance de patron » et « Construire l'avenir, un système à la fois ». Il a obtenu environ 47 abonnés, dont 40 étaient ses amis ou des bots. Son développement commercial consistait principalement à prendre de longs déjeuners avec des clients potentiels qui ne se transformaient jamais en contrats réels. Il revenait de ces déjeuners en parlant de toutes ces relations prometteuses qu'il construisait. Mais j'ai appris par les gars de l'entrepôt que ses notes de frais n'étaient que des reçus de steakhouse où il mangeait seul ou avec ses copains d'université. Les quelques pistes qu'il a ramenées étaient soit trop petites pour valoir la peine, soit il avait fait des promesses sur les prix et les délais qui étaient complètement irréalistes. Il a fait un devis pour un chantier dans un district scolaire à 40% en dessous du coût parce qu'il ne comprenait pas comment calculer les frais d'installation. Papa a dû les appeler personnellement et renégocier, ce qui nous a fait paraître incompétents. Une autre fois, Derek a promis à un hôpital que nous pourrions installer un tout nouveau système CVC en 6 semaines. Notre calendrier réel pour ce type de travail était de 4 mois minimum. Quand j'ai souligné cela lors d'une réunion, Derek a dit « Nous devons juste être plus agressifs avec les délais ». Ouais, parce que la physique et les codes du bâtiment se soucient totalement de ton calendrier agressif, crétin. Mais le pire du pire, c'est quand il a essayé de vendre à un client de longue date une mise à niveau de système dont il n'avait pas besoin. C'était un client avec qui nous travaillions depuis 15 ans. Il nous faisait confiance. Derek a carrément menti sur la défaillance de leur système actuel pour essayer de faire une vente. Le responsable des installations a appelé mon père directement pour se plaindre. Nous avons failli perdre un contrat de maintenance annuel de 186 000 € parce que Derek se prenait pour un vendeur de voitures d'occasion. Il passait le plus clair de son temps à publier sur LinkedIn des articles sur la disruption du secteur du CVC, des articles de leadership éclairé, qu'il n'avait clairement pas écrit lui-même. 5 façons dont la climatisation révolutionne l'entreprise moderne. Pourquoi votre système CVC est en fait votre meilleur employé? Des trucs navrants qui obtenaient 12 j'aime de la part des maires d'autres personnes. Sans moi pour gérer les opérations, mon père a dû reprendre les rênes, mais il n'avait pas géré les opérations quotidiennes depuis 3 ans. Il ne connaissait pas les nouveaux systèmes que j'avais mis en place. Il ne comprenait pas les flux de travail que j'avais optimisés. Il ne savait pas quels fournisseurs nous utilisions ni pourquoi. Il revenait sans cesse aux anciennes méthodes qui n'avaient pas fonctionné, ce qui était précisément la raison pour laquelle je les avais changées.
J'avais mis en place tout un système de répartition numérique où les techniciens recevaient les affectations sur des tablettes avec tout l'historique du chantier, les pièces nécessaires, les notes des clients. Papa est revenu à appeler les gars au téléphone et à leur faire prendre des notes sur des porte-blocs. Les temps de réponse ont immédiatement doublé. J'avais négocié des accords de prix de gros avec nos principaux fournisseurs. Papa a apparemment laissé certains de ces accords expirer et est revenu à commander au prix de détail parce que, on avait toujours travaillé avec eux. Peu importe que j'ai obtenu des remises de 35% en m'engageant sur des volumes. Le système de planification de la maintenance préventive que j'avais construit, Papa ne comprenait pas comment il fonctionnait, alors ils ont simplement arrêté de l'utiliser. Ils sont revenus uniquement aux appels de services réactifs. Ils ont perdu des milliers d'euros de revenus mensuels prévisibles. Sans Ryan, leurs opérations sur le terrain sont devenues un enfer. Les temps de réponse ont doublé. Ils ont commencé à manquer les délais. Les plaintes des clients ont explosé parce que personne ne coordonnait correctement les techniciens. Les gars se présentaient sur les chantiers sans les bonnes pièces. Les chantiers étaient programmés sans vérifier si l'équipe avait l'expertise nécessaire. J'ai entendu une histoire sur une installation commerciale qui a pris 3 semaines de plus que prévu parce que personne n'avait pensé à vérifier que l'équipe envoyée savait réellement comment installer ce type de système particulier. Ils ont dû faire appel à un sous-traitant pour le terminer, absorbant toute la marge bénéficiaire et plus encore, et le client était furieux. Sans Lisa pour gérer les grands comptes, ils ont commencé à perdre des contrats. Elle avait passé des années à bâtir des relations avec les responsables des installations et les directeurs des achats de nos principaux comptes. Elle connaissait leurs bâtiments, leur équipement, leur budget, leurs priorités. Elle se souvenait que le superviseur de la maintenance de l'hôpital Saint-Marie aimait son café noir et détestait les appels avant 9 h du matin, que le responsable des achats du district scolaire avait besoin que tout soit soumis 30 jours avant les réunions du conseil, que le directeur des installations du comté était un grand fan des Broncos et qu'il valait mieux ne pas planifier de travaux les jours de match. La personne qui l'a remplacé n'avait pas ces relations, n'avait pas cette connaissance. Elle a commencé à traiter ses clients de longue date comme de nouveaux comptes, envoyant des propositions génériques au lieu de solutions personnalisées. Le district scolaire a même appelé Lisa chez Apex pour demander ce qui se passait avec Sterling. C'est dire à quel point c'était grave. Sans Tom pour gérer les projets, leurs chantiers d'installation ont commencé à dépasser le budget et à prendre du retard. Tom était le gars qui pouvait jongler avec 12 projets simultanément et les maintenir tous sur les rails. Il savait comment séquencer le travail pour maximiser l'efficacité. Il savait quels sous-traitants étaient fiables et lesquels nécessitaient une surveillance constante. Il savait comment repérer les problèmes avant qu'ils ne deviennent des catastrophes coûteuses. La nouvelle équipe de gestion de projet n'avait pas cette expérience. Des chantiers qui auraient dû prendre 4 semaines en prenaient 7. Des budgets qui auraient dû avoir des marges de 25% étaient à peine rentables ou à perte. Les clients appelaient pour se plaindre des retards. Et papa n'avait pas de bonne réponse car il ne savait pas réellement ce qui se passait sur les sites. J'ai entendu dire que mon père avait essayé d'embaucher des remplaçants, mais la réputation de Sterling dans le secteur était en train de prendre un sérieux coup. Les bonnes personnes ne voulaient pas y travailler quand elles entendaient sans cesse des histoires sur le désastre népotique qu'était l'embauche de Derek et l'exode massif de personnel expérimenté. Le mot était passé, Sterling n'était plus une entreprise professionnelle. C'était un drame familial qui se jouait avec une licence commerciale. 3 mois après mon départ, j'ai croisé un des gars de l'entrepôt de Sterling chez un distributeur de fournitures. Un gamin sympa, toujours travailleur. Comment ça se passe là-bas, ai-je demandé. Il a regardé autour de lui comme s'il avait peur que quelqu'un l'entende. Mec, c'est la merde. On a perdu les contrats des hôpitaux. 2 des bâtiments du district scolaire nous ont lâchés. Tout le monde fait des heures supplémentaires de folie pour essayer de suivre, et ton père perd la tête. Derek ne fait rien à part se pavaner en se donnant des airs importants. La moitié des gars cherchent un nouveau boulot. Désolé d'entendre ça, ai-je dit. Et je le pensais pour les employés, pas pour mon père. Ne sois pas désolé, mec. Tout le monde sait qu'ils t'ont maltraité. Tu méritais mieux. 2 semaines après cette conversation, mon téléphone a sonné. Numéro masqué. J'ai failli ne pas répondre, mais je me suis dit, pourquoi pas, allô. C'est ton père. Oh, ça promet d'être bon. Que puis-je faire pour toi, papa? Nous devons parler de ton retour. J'ai littéralement éloigné le téléphone de mon oreille et les regardé comme si j'avais mal entendu. Tu veux que je revienne?
Les choses ont été difficiles depuis ton départ. Nous avons besoin de quelqu'un avec ton expérience pour stabiliser les choses. Et Derek? Toujours directeur du développement commercial, à 162 000 €. Silence. Il est en transition vers un rôle différent. Traduction, nous avons réalisé que nous avons merdé, mais nous ne voulons pas l'admettre ouvertement. Voici ma contre-offre, ai-je dit. Non. Ne sois pas puéril à ce sujet. Je ne suis pas puéril. Je suis professionnel. Tu as eu la chance de me traiter équitablement. Tu as choisi de me traiter comme de la merde tout en offrant à mon frère incompétent un parachute doré. Cela m'a montré exactement où je me situe avec toi. J'ai tourné la page. Tu devrais en faire autant. Je t'offre le poste de directeur des opérations, 83 500 € de salaire. Je gagne déjà 88 000 € de base plus des primes chez Apex. Essaie encore. Très bien. 93 000 € et nous discuterons d'une participation au capital. Vous en discuterez. Ce n'est pas une offre. C'est un peut-être. De plus, même si tu me donnais 93 000 €, tu me demandes de revenir pour réparer tous les problèmes que tu as créés en ne m'écoutant pas en premier lieu. Pourquoi ferais-je ça? Parce que c'est l'entreprise familiale. Parce que tu serais propriétaire un jour. Tu sais quoi? J'en ai marre de cette conversation. Bonne chance, papa. J'ai raccroché. Il a rappelé 3 fois de plus ce jour-là, laissant des messages vocaux de plus en plus désespérés. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Puis maman a commencé à appeler. Puis Derek, de toutes les personnes, a envoyé ce long texto sur le fait que la famille avait besoin de moi et que nous étions tous en difficulté et pourrais-je s'il vous plaît parler à papa? Non. Bloqué, bloqué et bloqué. 2 mois de plus ont passé. J'ai appris de plusieurs sources que Sterling était au bord du gouffre. Ils avaient perdu environ 40% de leur contrat. Les revenus étaient tombés à environ 6,5 millions €, plus bas que lorsque j'avais commencé à y travailler. Ils avaient dû licencier environ un tiers de leur main-d'œuvre. On disait que papa avait contracté un prêt massif pour essayer de maintenir les choses à flot, et maintenant il ne pouvait pas effectuer les paiements. Puis j'ai reçu un appel d'un avocat d'affaires que je n'avais jamais rencontré. Il a dit qu'il représentait SCS dans une procédure de faillite potentielle et que mon père lui avait donné la permission de me contacter pour éventuellement consulter afin d'aider à restructurer l'entreprise. C'est grave à quel point, ai-je demandé. Sans améliorations opérationnelles significatives et de nouveaux revenus contractuels dans les 90 prochains jours, ils devront déposer le bilan. Et vous pensez que je peux régler ça? Votre nom est revenu à plusieurs reprises lorsque nous avons interrogé les employés sur ce qui a changé avant et après votre départ. J'ai laissé cela s'imprégner. 3 ans de mon travail systématiquement démantelé en 6 mois parce que mon père était trop têtu et trop occupé à jouer les favoris pour reconnaître ce qu'il avait. Je vais être honnête avec vous, ai-je dit à l'avocat. Je n'ai aucun intérêt à sauver cette entreprise. Aucun. Mon père a eu la chance de valoriser mes contributions quand j'y étais. Il a choisi de ne pas le faire. C'est de sa faute. Je comprends, mais je suis obligé de demander. Y a-t-il une circonstance dans laquelle vous envisageriez d'aider? J'y ai réfléchi. J'ai pensé à tous ces employés qui ne méritaient pas de perdre leur emploi à cause de l'ego de mon père. J'ai pensé aux clients qui se feraient avoir si Sterling coulait en plein contrat. J'ai pensé à la satisfaction de faire admettre à mon père qu'il avait tort. Voici le seul scénario que j'envisagerais, ai-je dit. Un transfert de propriété totale à mon nom. Il me cède 100% des parts de l'entreprise. Il sort complètement. Pas de rôle de consultant, pas de siège au conseil d'administration, rien. J'amène une équipe de direction en qui j'ai confiance, je restructure comme je l'entends, et il n'a aucune voix au chapitre. Ce sont mes conditions. C'est une demande importante. C'est ma seule offre. Et honnêtement, il devrait l'accepter car sans moi, cette entreprise est morte de toute façon. Avec moi, au moins les employés gardent leur emploi et les clients sont servis. Il ne repart avec rien dans les 2 cas. De cette façon, au moins quelque chose qui porte son nom sur vie. Je transmettrai cela à mon client. 2 jours plus tard, papa m'a appelé du bureau de son avocat. Sur haut-parleur. Ces conditions sont scandaleuses, a-t-il commencé. Alors ne les acceptez pas, déposez le bilan. Perdez tout. Mais ne me faites pas perdre mon temps en prétendant que vous avez un quelconque avantage.
J'ai construit cette entreprise. Je ne vais pas simplement la céder. Tu ne l'as pas construite. Tu l'as fondée. Je l'ai construite. La version à 13 millions d'euros qui existait quand je suis parti, c'était moi. Le désastre à 6,5 millions d'euros qu'elle est maintenant, c'est toi et Derek. Alors, ouais, tu la cèdes. Ou tu la fermes. C'est ton choix. Son avocat est intervenu. Peut-être pourrions-nous discuter d'une structure de partenariat ou pas de partenariat. Transfert complet ou rien. Silence sur la ligne. Je pouvais pratiquement entendre les dents de mon père grincer. Tu es en train d'arnaquer ton propre père, a-t-il finalement dit. Non, je propose de sauver quelque chose que tu as détruit. Tu es juste furieux que le sauver signifie admettre que tu avais tort sur tout, sur moi, sur Derek, sur ce dont cette entreprise avait besoin. Et tu sais ce qui est vraiment drôle? Si tu m'avais juste donné une augmentation juste et m'avais traité avec un respect élémentaire, rien de tout cela ne se serait produit. Tu aurais toujours ton entreprise. Je la dirigerais toujours. Nous serions toujours en croissance. Au lieu de cela, ton ego a tué ton entreprise. Je lui offre juste une greffe. Encore du silence. J'ai besoin de temps pour réfléchir à ça. Tu as 48 heures. Après ça, mon offre expire et tu pourras te débrouiller seul. Le temps presse, papa. J'ai raccroché. Ces 48 heures ont semblé longues. Une partie de moi s'attendait à ce qu'il refuse par fierté. Une partie de moi ne savait même pas si je voulais qu'il accepte. Est-ce que je voulais vraiment retourner chez Sterling, même si j'en étais le propriétaire? Mais il y avait quelque chose de poétique là-dedans. L'entreprise où il avait refusé de me traiter équitablement, la lui céder parce que sa fierté l'avait détruite. Le poste de l'enfant chéri qu'il avait créé, éliminé. Moi revenant non pas comme l'employé sous-évalué, mais comme le propriétaire. Ouais, je voulais ça. À la 47e heure, son avocat a appelé. Il accepte vos conditions. Nous allons commencer à rédiger les papiers. Il va vraiment le faire? Il n'a pas le choix. C'est ça ou la liquidation. Et entre vous et moi, je pense que perdre l'entreprise au profit de son fils est légèrement moins humiliant que de la perdre au profit des créanciers. La paperasse a pris 3 semaines. Transfert de propriété, reprise de prêt, accord de restructuration. J'ai fait appel à mon propre avocat pour m'assurer que chaque détail était blindé. Pas d'échappatoire, pas de retour en arrière. Le jour où nous avons tout signé, mon père avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Assis en face de moi à la table de conférence de l'avocat, me regardant à peine. Tu fais une erreur, a-t-il dit en signant la dernière page. Cette entreprise a besoin de la famille à sa tête. Il y a la famille à sa tête, ai-je répondu. Moi. Juste pas le membre de la famille que tu voulais. Derek n'était même pas à la signature. J'avais clairement indiqué qu'il était licencié avec effet immédiat dans le cadre de l'accord. J'ai appris plus tard qu'il avait piqué une crise monumentale, menacé de me poursuivre, menacé de poursuivre papa. Papa lui aurait dit de grandir et de trouver un vrai travail. J'ai presque eu pitié de lui. Presque. Alors que mon père se levait pour partir, il a tenté une dernière manipulation. Ta mère est dévastée. Tu sais que ça la tue. Alors elle aurait dû parler quand tu me traitais comme de la merde. Les actions ont des conséquences. Il s'avère que cela s'applique aussi aux parents. Il est parti sans un autre mot. J'ai officiellement pris la direction de SCS un lundi. J'ai passé la première semaine à évaluer les dégâts. C'était pire que ce que je pensais. Pas seulement des contrats et des revenus perdus. Toute la culture de l'entreprise était devenue toxique. Le moral était au plus bas. Les gens avaient peur de prendre des décisions. Tout fonctionnait avec des systèmes obsolètes parce que personne n'avait l'autorité de mettre en œuvre des changements. L'entrepôt était un désastre. Le système d'inventaire était revenu au porte-blocs en papier. J'ai trouvé pour environ 74 000 € de pièces qui avaient expiré ou étaient restées si longtemps qu'elles étaient obsolètes. L'atelier était désorganisé, des outils manquaient, les baies de travail étaient encombrées, les protocoles de sécurité étaient ignorés. J'ai parlé aux techniciens qui étaient restés. La plupart cherchaient d'autres emplois. Les bons se sentaient méprisés et surchargés de travail. Les médiocres se la coulaient douce parce qu'il n'y avait aucune responsabilité. Le service client répondait aux appels à un taux d'environ 60%.
Le reste allait sur une messagerie vocale qui était parfois consultée. Notre temps de réponse pour les demandes de service était passé de 4 heures à 2 jours. 2 jours pour des urgences CVC commerciales. Les finances étaient encore pires que ce à quoi je m'attendais. Non seulement les revenus étaient tombés à 6,5 millions d'euros, mais les marges bénéficiaires s'étaient effondrées. Des chantiers qui auraient dû être rentables étaient à peine à l'équilibre à cause de mauvaises estimations et d'une exécution encore pire. Les frais généraux avaient en fait augmenté malgré la baisse des revenus parce que papa avait jeté de l'argent sur les problèmes au lieu de s'attaquer aux causes profondes. Premier geste, j'ai débauché Ryan, Lisa et Tom d'Apex. Il a fallu négocier. Ils y étaient heureux et j'ai dû égaler leurs salaires actuels plus un peu plus. Ryan voulait 111 000 euros. Lisa voulait 107 000 euros. Tom voulait 116 000 euros plus des participations au capital. Je leur ai donné à chacun 5% de la propriété immédiatement avec l'option d'en acquérir plus en fonction de leur performance. Tous les trois ont accepté de revenir en tant que partenaires impliqués. Deuxième geste, j'ai fait appel à un consultant en RH pour reconstruire la culture. Entretien de départ avec ceux qui étaient partis. Sondages anonymes auprès de ceux qui étaient restés. Les retours étaient brutaux mais utiles. La direction ne communique pas, personne ne sait quel est le plan. Derek était une blague. L'ancienne direction nous manque. L'entreprise semble sans gouvernail. J'ai créé de véritables descriptions de postes pour chaque poste. Des structures de rémunération appropriées liées aux normes du secteur. Un parcours d'avancement clair pour que les gens sachent comment progresser. Des processus d'évaluation des performances. Des programmes de formation. Plus de népotisme. Plus de favoritisme. Juste du mérite. Si vous faisiez du bon travail, vous étiez reconnu et payé en conséquence. Si vous ne le faisiez pas, vous étiez coaché ou licencié. J'ai reconstruit les systèmes opérationnels que j'avais initialement mis en place, ramené la répartition numérique, renégocié les contrats des fournisseurs, rétabli le programme de maintenance préventive, réparé la gestion des stocks, mis en place des protocoles de gestion de projets appropriés. Tout ce qui fonctionnait avant mon départ, je l'ai ramené, plus les améliorations que j'avais apprises chez Apex. Troisième geste, j'ai contacté personnellement chaque client que nous avions perdu ou qui envisageait de partir. Ce n'était pas délégable. J'ai appelé les responsables des installations, les directeurs des achats, les superviseurs de la maintenance, j'ai expliqué le changement de propriétaire, j'ai assumé la responsabilité des échecs qu'ils avaient subis, j'ai présenté la nouvelle équipe de direction et j'ai expliqué spécifiquement comment nous allions résoudre les problèmes. Certains étaient sceptiques, à juste titre. Nous avions merdé dans leur bâtiment, manqué des délais, leur avions coûté de l'argent. Mais suffisamment d'entre eux étaient prêts à nous donner une autre chance, en particulier ceux qui se souvenaient d'avoir travaillé avec moi auparavant. L'hôpital qui nous avait lâchés, je les ai récupérés avec un contrat probatoire de 6 mois. Le district scolaire nous a laissés soumissionner pour leur prochain projet. Il a fallu 6 mois de travail acharné avant que nous ne nous stabilisions. Chaque jour consistait à éteindre des incendies et à reconstruire la confiance. Mais les revenus ont commencé à remonter. La fidélisation des clients s'est améliorée. Nous avons réembauché certains des employés licenciés qui étaient bons. Nous avons commencé à gagner de nouveaux contrats. Année 1 sous ma direction, nous avons atteint 11,1 millions d'euros de revenus. Pas encore de retour au pic de 13 millions d'euros, mais en hausse. Année 2, nous avons atteint 14,8 millions d'euros. Année 3, l'année dernière, nous avons dépassé les 18,6 millions d'euros. SCS vaut maintenant plus qu'elle n'a jamais valu. Nous avons 95 employés. Tous payés équitablement. Ryan, Lisa, Tom et moi possédons chacun 25% de l'entreprise. Nous prenons les décisions ensemble. Tout le monde reçoit une participation aux bénéfices. La culture est solide. Et mon père? Aux dernières nouvelles, lui et maman ont déménagé dans une maison plus petite. Derek travaille comme vendeur dans une concession automobile dans un autre état, passant d'un emploi à l'autre comme toujours. Aucun d'eux n'a pris contact depuis que le transfert de propriété a eu lieu. Je n'ai pas pris contact avec eux non plus. Est-ce que je me sens mal de la façon dont ça s'est passé? Parfois, oui. Ça aurait été bien d'avoir une famille qui me valorise vraiment. Ça aurait été bien si papa avait pu simplement me payer équitablement et me traiter avec respect dès le début. Mais surtout, je me sens libre. Libre du manque de respect constant, du favoritisme, du fait d'être pris pour acquis.
Libre d'attendre une approbation qui ne viendrait jamais. Libre de voir mon travail être crédité à quelqu'un d'autre ou qualifié de chance. Certains disent que j'ai été trop dur. Que la famille devrait pardonner, que j'aurais dû trouver un arrangement où papa gardait une participation partielle. Et puis merde. Le pardon ne signifie pas laisser les gens continuer à vous faire du mal. La famille ne signifie pas accepter le manque de respect. Et garder impliqué quelqu'un qui a détruit ce que vous avez construit n'est pas noble. C'est stupide. YouTube vient de lancer cette nouvelle fonctionnalité Hype. Si vous êtes accro à cette histoire, écrasez ce bouton Hype. Ça dit à YouTube, cette vidéo mérite d'exploser.